Donc bonjour tout le monde, je vais vous expliquer comment gagner rapidement de la street credibility dans l'open source. Donc j'avais pas prévu ça, mais on m'a demandé ce que c'était la street credibility. Et en gros ça veut dire peser dans le game. C'est qu'on fait waouh quand vous passez. Voilà, en gros c'est ça. Et ça j'avais prévu. Je vais me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas et pour la caméra qui est là. Je m'appelle Romain Badby, je suis développeur à Théodo. J'aime bien le rugby. J'ai un petit accent parce que je suis basque, donc si vous ne comprenez pas tout, c'est ma faute. Et voilà. Et comme on le voit ici, j'ai fait des contributions à React Admin et Instant Page. Et j'en suis très fier et je vais vous expliquer pourquoi il faut que vous fassiez pareil. L'open source, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une idée qui paraît complètement farfelue. C'est de se dire que mon produit, mon code source, je le mets à disposition de tout le monde. N'importe qui peut le consulter, n'importe qui peut le prendre chez lui et le rendre privé et travailler dessus. N'importe qui peut faire des contributions. C'est une idée qui a émergé au début du web. Donc au début, c'était vraiment une philosophie un peu utopique du logiciel libre, pardon. Mais il y a vraiment des business models qui sont greffés là-dessus. Et dans un des plus qui marche le mieux, c'est Cloud-Based Software as a Service. Donc pour vous expliquer, c'est très simple, c'est ce que fait WordPress. Donc la technologie de WordPress de gérer le contenu est open source. N'importe qui peut contribuer et l'améliorer. Eux, par contre, ce qu'ils offrent, c'est le cloud derrière pour mettre en ligne vos sites, pour profiter le mieux possible de cette technologie qui est open source. Et eux, ils sont évalués à 10 milliards cette année. Et pour montrer que c'est une tendance de fond, on estime à 40 milliards de dollars le marché mondial de l'open source en 2022, ce qui fait un x3 par rapport à actuellement. La croissance est plus grande que le numérique. Donc je peux vous dire que l'open source, c'est vraiment quelque chose qui se développe avec notamment tous les gros qui sont dedans, Facebook, Google, Microsoft, etc. Mais moi, dans ma tête, j'avais cette idée-là, et dans ma tête de développeur, c'était pour moi un truc vraiment d'expert. C'est que moi, je venais d'arriver, je me dis, je vais apprendre le code doucement, et je ferai ça quand je serai archi, quand je serai un peu plus chevronné. Et pour vous illustrer ça, je vais vous raconter la première fois qu'on m'a parlé d'open source, c'est quand Nicolas Goutet, un développeur à Théodo, brillant, est venu la première fois sur mon projet, il est devenu archi, et il m'a dit, voilà, moi aujourd'hui, j'ai fait un fixe sur React Admin. Et donc je lui ai dit, excuse-moi, tu t'es trompé, tu as dit React Admin au lieu de parler de notre application. Et il m'a dit, non, j'ai modifié React Admin. J'ai dit, ok, c'est pas pour moi tout ça. Mais finalement, c'est arrivé, je vais vous raconter ma première fois. Donc, comment ça s'est passé? Je consultais un site de news connu des développeurs, Hacker News, et je suis tombé sur ce petit lien qui me parlait de rendre mon site instantané en 1 minute. Moi, vu que je suis un mouton, j'ai cliqué. Et en fait, ça fonctionne. Je suis pas sur la home. Mais en fait, l'idée, c'est que vous rajoutez ce petit script directement dans votre site. Et en fait, ils ont un concept, c'est de se dire que, regardez là, on va voir que je suis lent, mais en moyenne, voilà, 320 millisecondes. On met 300 millisecondes en moyenne entre le moment où on ouvre le bouton et le moment où on clique dessus. Ce qui fait, en fait, ce qui se dit, c'est que pendant ce moment-là, il y a une très grande probabilité que l'utilisateur va cliquer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à charger le site, comme ça il aura l'illusion que c'est instantané. Et on le voit ici, quand moi je vais cliquer là, hop, ça charge hyper vite, alors qu'en fait, quand vous regardez, il y a des requêtes qui sont déjà parties depuis un certain temps. Donc moi je trouve ça très cool, j'arrive à comprendre, c'est très bête. Et je me dis, je vais faire ça pour mes favoris sur Chrome, parce que je les utilise 10, 100 fois par jour, et si à chaque fois je gagne 200 millisecondes, au bout d'un moment ça va être intéressant. Donc j'essaye, et en fait, ça ne marche pas avec les liens qui sont externes. Ça marche que sur les liens qui redirigent vers le site en lui-même. Je trouve ça bête. Et je trouve ça dommage surtout. Et je vois qu'en fait, c'est open source sur GitHub. Donc je vais consulter, je vois le repo. Et c'était pas 3000 stars à l'époque, c'était vraiment le début. Ça a explosé avec l'article que j'ai vu là. Et je vais regarder le code source. Et en fait, c'est juste un simple fichier de 129 lignes. Et là, je me dis, c'est l'occasion, je vais me plonger dedans et regarder comment ça fonctionne. Et en fait, il y avait une condition qui interdisait tout simplement d'aller vers un site extérieur. Et là, on peut voir que là, vous voyez ma correction qui est là, c'est de dire que moi, je pensais que ça aurait été intéressant que l'utilisateur dise « Ok, autorise les liens externes, dans mon cas, ça m'apporte quelque chose, ça a de la plus-value. » Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert une issue pour demander ça. Donc, j'ai expliqué mon problème, j'ai remercié pour son projet qui était incroyable. Et c'est le moment où on est en attente. Là, on peut voir qu'il y a des gens qui vous kiffent, il y en a qui vous kiffent pas. Et vous êtes un peu tous les matins à checker est-ce qu'il s'est passé quelque chose ou pas, sauf qu'il se passe rien, mais ça met du temps. Et finalement, un débat s'ensuit, et il se trouve que
qu'on pense que c'est une bonne solution, le contributeur principal n'avait pas répondu. Et donc moi j'ouvre une merge request. Voilà, je propose mon changement. Donc je propose et j'attends que le contributeur dise OK, on rajoute ton code. Donc il y a des gens qui m'ont soutenu, j'étais hyper content, là je vois pro et tout. Et en fait c'est un mec de 14 ans, donc je me suis dit, prends ton temps, t'y es pas encore quoi. Mais voilà, et finalement on peut le voir ici avec ce petit label, ça a été mergé, j'ai mon petit contributeur, donc j'étais hyper content. Je vais revenir à mes slides, voilà ici. Et après, voilà, Nicolas Goutet me regardait vraiment différemment. J'ai senti la différence. Voilà, ça c'était ma petite histoire, et maintenant je vais vous dire pourquoi il faut que vous fassiez pareil. Pourquoi il faut contribuer. Il y a plusieurs raisons à ça. C'est, déjà, ça vous offre l'opportunité d'être utilisé par un nombre impressionnant de personnes. Quand on était étudiant, on a fait des petits projets perso, c'est cool pour 2-3 personnes. Théodo nous donne en fonction des projets vraiment la chance d'avoir des utilisateurs, et on voit que ça change tout quand même d'être utilisé ou pas utilisé, mais avec l'open source c'est décuplé. Je vais prendre l'exemple de Aurélien Lemasson, c'est un brillant développeur de Théodo, et il a contribué à Flow.js, qui est une librairie de Facebook. Donc Facebook l'utilise au quotidien, ça fait 2 milliards d'utilisateurs par jour, qui utilisent environ 10 fois par jour, voire plus pour certains, Facebook. Et ça nous fait donc environ, pour Aurélien Lemasson, 20 milliards de merci tous les jours, ce qui est énorme quand vous le connaissez dans la vie de tous les jours. Voilà, donc ça c'est vraiment cool sur l'open source. Ce qui est bien aussi, c'est de pouvoir apprendre des meilleurs. Donc là on est vraiment dans l'étape 2 du Kaizen. Là c'est un exemple, moi j'avais fait une autre contribution sur Instant Page, c'était pour gérer en fait les gens qui avaient une mauvaise connexion, à cause des intempéries ou qui étaient en 2G, etc. Différentes raisons. Et je regardais en fait ce que faisait Chrome dans leur projet open source pour gérer ça. En fait c'est juste ce petit bout de code et je l'ai proposé sur Instant Page. Et ça c'est vraiment une force de notre métier, c'est de se dire qu'on peut regarder à tout moment comment font les meilleurs et apprendre d'eux. Donc là c'est du code, mais ça peut être comment ils organisent leurs dossiers, quels outils ils utilisent, linter, leur config webpack, enfin tout ce que vous voulez. Vous pouvez regarder comment font les meilleurs, ce qui est ouf en fait. C'est comme regarder jouer avec Léo Messi tous les jours. Enfin, c'est vraiment ça avec Dan Abramov par exemple sur React. Il y a une autre philosophie aussi qui est cool dans l'open source, qui est différente de ce qu'on peut voir, c'est que c'est l'exigence, c'est la perfection. En fait, il faut savoir que pour eux, le bug c'est vraiment un gros mot. C'est que les utilisateurs vont vous pardonner un bug, mais au deuxième, ils iront voir un concurrent. Et donc, quand vous proposez du code, ils vont vraiment checker, mais comme des fous en fait, que vous n'introduisez aucune erreur, aucun bug. Il y a des exemples comme ça, j'ai vu sur React, par exemple, là vous voyez une conversation de 83 messages, quoi. Enfin, pour justifier un ajout de code, voilà, avec que des messages, avec des jolis schémas aussi, j'en ai vu un. Donc à ne pas reproduire chez vous, hein. Mais, voilà ici. Mais voilà, et c'est toujours en attente, je crois, avec même Dan Abramov qui a demandé des changements à la fin. Donc voilà, ça c'est vraiment cool de se confronter à cette exigence-là, même si c'est souvent très frustrant parce que vous attendez. Ce qui est bien avec l'open source, un autre point, c'est d'apprendre à communiquer. En fait, quand vous proposez du code ou quand vous rencontrez des problèmes, vous devez le déclarer à la communauté. Là, je vous ai donné l'exemple de comment déclarer un problème sur React. Ils ont mis un template avec des questions auxquelles répondre. Donc, s'ils ont mis un template, c'est pour montrer que les gens ne savent pas le faire. Et les questions qu'ils vous posent, c'est qu'est-ce qui se passe chez vous? Comment nous, on peut le reproduire? Enfin, quelqu'un d'autre peut le reproduire? Et qu'est-ce que vous aimeriez avoir? Et vous vous rendez compte que quand d'apprendre à répondre à ces issues-là, en fait, vous pouvez le reproduire tous les jours. Que ce soit quand vous faites un hand-on à votre coach pour savoir rapidement expliquer un problème, quand vous expliquez à vos coachés, à vos codevs et même aux clients, de savoir expliquer ce qui se passe dans le code, vous pouvez apprendre ça grâce à l'open source. Et enfin, se marketer techniquement. C'est pas du tout le moindre, c'est vraiment une des critères les plus importants, enfin une des plus-values les plus importants. C'est très bien pour Théodo parce que ça met en valeur en fait les ressources qu'ils ont à l'intérieur de la boîte. On peut le voir sur théodo.fr comme on présente en fait les leaders techniques de chaque techno. Avec l'open source, on peut le faire aussi en mettant en valeur les contributions. C'est bien pour le recrutement, c'est bien pour la vente de projets. C'est aussi bien pour votre client. Nous, sur la BNP, on avait Andrés, notre sponsor, qui nous avait reproché de ne pas avoir communiqué sur une contribution open source qu'on avait fait, parce que pour lui, ça lui permettait de vendre le projet en interne et de montrer la valeur que ça apportait. Mais enfin, c'est vraiment très important pour vous. C'est en fait là, vous montrez à tout le monde vos compétences, vous montrez qui vous êtes à tout le monde, publiquement. Et un petit tip, ce qui est pratique, c'est
Là, en fait, vous pouvez customiser les projets sur lesquels vous avez contribué. Donc là, je ne me suis pas trompé, j'ai mis les deux où j'avais des stars. Où il y a des stars, et vous pouvez les ordonner. Comme ça, quelqu'un qui vient et qui vient voir votre profil de n'importe où, de Twitter, n'importe où, voit si vous pesez ou pas, si vous avez la street crédibilité. Gauthier, c'est bon. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc pourquoi contribuer? Un petit rappel. Donc c'est pour être rapidement utilisé par des milliers de personnes, pour pouvoir apprendre des meilleurs, pour se confronter au quotidien à la perfection, à une exigence énorme, et enfin à se marketer techniquement et à montrer vos compétences. Voilà, maintenant j'espère que vous êtes convaincus pour contribuer. Là vous avez envie de le faire tout de suite, je sens, mais je vais vous expliquer pourquoi et enfin comment contribuer. Déjà, je vais commencer par ça parce que c'est pas du tout une évidence et ça nous saoule tous, c'est la documentation. Vous l'avez déjà remarqué, quand on utilise une librairie, quand c'est mal documenté, on n'a pas envie de la réutiliser, on ne va pas la promouvoir à d'autres personnes. La documentation est ultra importante dans l'open source et c'est souvent quelque chose que les gens n'aiment pas faire en fait. Donc là c'est Babel qui est lucide sur leur réussite, qui pour eux le facteur clé de leur réussite c'était la documentation, ils ont toujours été meilleurs. Là ils avaient senti qu'il y avait un petit coup de mou et donc ils ont fait un appel à l'aide, ils ont dit on veut que vous contribuiez, s'il vous plaît, documentez ce qu'on fait, même le moindre paragraphe, le moindre mot va être intéressant pour nous. Donc un petit conseil, si vous rencontrez un problème sur une documentation, vous avez le droit pendant 5 minutes de pester et de les insulter, mais après faites une contribution pour améliorer l'open source, enfin améliorer leur documentation. Ensuite, quand vous faites des fixes sur vos projets, il y a 3 petites questions à se poser pour savoir si vous pouvez en faire une contribution open source. Première question, est-ce que l'erreur vient de votre application ou est-ce qu'elle est directement dans le code source de la librairie, Si oui, c'est intéressant. Est-ce que votre fixe a de grandes chances de devenir obsolète si jamais la librairie évolue? Si oui, il y a intérêt à mettre votre fixe dans la librairie. Et enfin, est-ce que vous êtes le seul à pouvoir rencontrer ce problème ou est-ce que d'autres personnes peuvent le rencontrer? Et avec ça, vous pouvez sauver des vies. Donc SOS, appel à l'aide. Et enfin, comment trouver des issues intéressantes quand vous n'avez pas de problème de documentation, vous n'avez pas de problème sur votre projet, mais vous avez envie de contribuer à une certaine librairie, vous pouvez suivre les issues sur cette librairie. Et 2 labels sont intéressants, c'est le label Help.Wanted et Good First Issue. Help.Wanted vous permet en fait de flaguer les issues où il y a besoin de quelqu'un, donc c'est-à-dire que si vous arrivez et vous dites je la prends, ben vous la prenez. Et Good First Issue, ça vous permet de vous indiquer quelles issues sont plutôt faciles ou vous permettent de commencer avec un projet si vous n'avez jamais contribué dessus auparavant. Là, par exemple, à l'heure où j'avais fait cette slide, il y avait cette issue qui était disponible sur Yarn, qui est un Help.Wanted et un Good First Issue. Vous savez ce qu'il reste à faire. Alors, comment contribuer? Donc, un petit rappel, c'est donc aider à la documentation, c'est vraiment hyper important. Un truc qui paraît pas évident quand on est développeur. On pense directement à coder et apporter de la contribution sur le code. Détecter les bons bugs, donc un petit rappel SOS. Et enfin, suivre les issues qui ont le label Help.Wanted. Qui est open source, beaucoup de technos sont open source, donc nous dans les librairies qu'on utilise, la plupart le sont, les repos sont sur GitHub. Mais après, il y a des choses dont on ne pense pas, et vraiment toutes les couches du logiciel sont touchées, enfin, sont open source. Donc on a WordPress qu'on a évoqué plus tôt, mais Mozilla Firefox, vous pouvez changer le logo si vous voulez. Enfin, tout est open source, et même VLC aussi. Donc creusez, s'il y a un projet qui vous intéresse, vous pouvez regarder s'il y a une partie open source au moins. Et voilà, faites-vous plaisir. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie de contribuer à l'open source. Donc moi j'ai fait quelques contributions, je continue, j'ai vraiment mordu et j'aime ça. Après, il y en a plein ici à Théodo qui me regardent ici, qui ont fait déjà beaucoup de contributions, donc n'hésitez pas à aller les voir et ça va être sympa qu'on se motive et qu'il y ait une simulation. Et un dernier coup de pouce dont vous aviez besoin pour vous lancer, c'est que ça devient un critère de up. Donc il n'y a pas que les meet-up, maintenant il y a aussi les contributions open source qui sont valorisées. Donc c'est tout ce qu'il nous fallait pour se lancer. Je vous remercie merci de m'avoir écouté. Vous avez des questions? Entre le moment où tu postes ton issue et le moment où tu as mergé sur XMPage, il s'est passé combien de temps? Il s'est passé 2 semaines, ce qui est assez cool. Sur React-Admin? Et sur React-Admin, il y en a une qui est toujours ouverte depuis 3 mois. Et après, sinon, c'est Nicolas Goutet a ragé un peu, mais moi ça allait assez vite. Donc c'était 2 semaines et demie à peu près.
Voilà, avec le fondateur qui m'a mis un petit smiley de victoire. On a bu une bière pour fêter ça. J'ai une question, il y a un truc que je n'ai jamais tiré dans le projet Tour, c'est les licences. Je ne comprends jamais rien. Est-ce que tu peux me dire, toi, si tu veux ouvrir un projet open source, quelle licence mettre pour être peinard, enfin, un truc pas trop compliqué, le truc recommandé pour démarrer? Pas trop, le truc recommandé, non, je suis pas hyper au clair sur les licences. C'est vrai que les deux licences les plus réputées sont MIT et Apache. Donc moi je recommanderais MIT parce que j'ai toujours vu ça. Mais c'est vrai que c'est souvent des débats qui font rage dans la communauté, notamment Facebook il y a quelques années, qui avait stipulé une condition assez spéciale, et donc tout le monde avait critiqué. Sur React là? Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'est une bonne question, et c'est vrai que niveau licence, je me suis pas renseigné. La condition en question, c'est que si vous attaquez Facebook en justice, vous perdez les licences de React. Il y avait un truc, c'était si tu utilises React, et le projet pour Apache qui avait développé toute une page en React, ils ont commencé à dire on va tout refaire sans React. Du coup, ils ont changé la licence. Open source, c'est franchement open business. C'est sûr. Moi j'ai une question là-dessus. Au début tu dis c'est valorisé, là un petit peu le lien. Comment c'est valorisé? Le business, les échanges qui sont espérés, le chiffre d'affaires, c'est ça. En fait, il y a beaucoup de business models qui sont basés sur l'open source. Donc là, on a vu celui de WordPress. Il y a beaucoup le support aussi. C'est ce que fait Red Hat par exemple. C'est qu'ils vont fournir la technologie et après ils vont fournir du support pour vous aider en cas de problème. C'est le fondateur Cloudera qui lui pense que c'est un peu un frein parce que ça ne vous permet pas d'exploser en fait. Ça reste du support. Une des possibilités, c'est de se dire que vous donnez toutes les versions avant la dernière open source, et la dernière par contre chez vous elle est privée, mais ça vous ralentit en fait l'amélioration et l'innovation continue que permet l'open source sur la dernière version. Et après il y a une autre possibilité une des possibilités qui est utilisée, c'est de proposer open source, mais en fait faire une petite condition qui rend le produit difficile à utiliser, et vous permettez de la lever. Il y a aussi Nginx qui fait Nginx, c'est open source, mais tu as plein d'options qui sont payantes en plus. J'ai plus là-dessus. C'est bon. Merci beaucoup.